Bien, on est donc parti, chapitre 2 d'électrocinétique, régime transitoire. Alors plus exactement, circuit linéaire en régime transitoire. Petit 1, non grand 1, pardon, il n'y a pas de petit dans cette histoire, grand 1, eh bien, je crois que c'est pas très compliqué. Voilà. Alors en gros, il n'y aura quasiment qu'un grand 1 dans ce cours, le grand 2 c'est CF, votre cours de maths, d'accord? Toi aussi, d'accord? Donc notion de régime transitoire, et on est parti, petit 1, de nouveau dipôle. Allez, on se concentre un peu, on active là. Soyez un peu multitâche. Allez, l'idée est la suivante. Si vous voulez avoir des circuits électriques qui dépendent du temps, il vous faut donc des dipôles dont les caractéristiques dépendent elles-mêmes du temps. D'accord? Ou en tout cas des variations des diverses grandeurs. Vous constatez que ce n'est absolument pas le cas des dipôles qu'on a vus jusqu'à présent. Le générateur de torsion continue, il est continu, d'accord, il est constant, et la résistance, c'est aussi un dipôle qui est, voilà, il n'y a pas de réponse temporelle dans cette histoire. Donc en fait, il s'avère que si vous voulez avoir des comportements en temps d'un circuit, il vous faut en fait de nouveaux dipôles, et ces deux nouveaux dipôles sont constitués de choses que vous avez peut-être déjà croisées, des bobines et des condensateurs. D'accord? Et donc on est parti. On va donc définir ces deux objets-là. Alors c'est des vrais objets, hein, par ailleurs, hein, ça existe, quoi. D'accord? Et on est parti. Alors, premier dipôle, une bobine est un... En fait, je devrais le faire, quoi. Une bobine est une bobine de fil électrique. D'accord? Donc c'est ça, une bobine. C'est un enroulement, donc je vais essayer de faire un truc un peu machin, d'accord? De fil électrique. Donc une bobine, c'est vraiment une bobine. Vous prenez du cuivre, vous mettez du vernis autour pour pas que les fils se touchent, d'accord? Et puis vous l'enroulez. C'est une bobine. Comme une bobine d'une machine à coudre. C'est une bobine. Voilà. Ouais. Non, c'est en général, il y a du vernis autour. Et en général, on voit les fils. On met pas de trucs en caoutchouc, sinon on se prend trop de place. En général, le fil de cuivre est trempé dans un vernis isolant d'abord, et puis ensuite, quand tu l'enroules, il se touche pas. Donc le courant est obligé de faire ça. Il peut pas aller directement, sinon tu as juste un fil. Quoi. Donc c'est un enroulement de fil électrique, d'accord? Donc grosso modo, une bobine. Alors, la notation pour une bobine, c'est ça. Le nombre de zouzous est... voilà, mais bon, c'est un enroulement. Oui. Oui. Les électrons, à peu près, dans un circuit en cuivre, c'est c'est de l'ordre de C sur 20, quoi, à peu près. Voilà, c'est entre C sur 100 et C sur 10, si tu veux, globalement. Ça dépend des matériaux, mais... ouais, ça va vite. Ça va vite. Attention, ne confondez pas la vitesse des électrons et la vitesse à laquelle le circuit est au courant que vous avez fait quelque chose à l'autre bout. Ça se propage à C. Quand tu fermes un interrupteur, ton circuit à l'autre bout, il est au courant de ça, par propagation d'une onde électromagnétique qui, grosso modo, se propage à peu près à la vitesse de la lumière. Et puis les électrons se mettent en branle doucement, mais sûrement dans cette histoire. Enfin, doucement. Assez sûrement. D'accord? C'est ça une bobine. Ok? Voilà. Donc, une bobine, en fait, elle est caractérisée par ce qu'on appelle son inductance. Je ne sais pas pourquoi c'est important. Elle est caractérisée par son inductance. Cette inductance, on la note L. L'unité standard de l'inductance, c'est des Henry. Avec un Y. Voilà.
les valeurs usuelles d'inductance, c'est entre allez, 100 microhenry et 1 henry. Donc le henry est une unité plutôt grande en général, d'accord? On a tendance à utiliser des nombres petits pour ça. Ouais. C'est un L, tout à fait. L comme inductance. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Je suis d'accord. Donc on verra le pourquoi du comment à la fin de l'année en induction, d'accord? Mais la seule chose que vous devez savoir pour l'instant, c'est que en récepteur, donc si je suis en récepteur, ma flèche de tension, je l'oriente comment? D'accord, dans ce sens-là, d'accord. E-titude. Et bien la caractéristique d'une bobine, c'est tout simplement que la tension au bord de la bobine, c'est L multiplié par la dérivée de l'intensité qui la traverse. U égale LDI sur DT. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Ça signifie en fait que... Alors, on va essayer de comprendre la physique du problème avant de continuer. Ça signifie que si vous essayez de faire varier votre intensité de façon extrêmement forte dans un circuit, la bobine va s'y opposer en produisant une tension contraire à ça, d'accord? Pour empêcher ça. Donc la bobine, physiquement, c'est un dispositif qui s'oppose aux fortes variations de l'intensité dans un circuit. D'accord? Grosso modo, vous ne pouvez pas faire un échelon de tension sur une bobine, ça va être progressif. Comme ça va être progressif, vous allez avoir une transition entre un point de départ et un point d'arrivée. D'accord? De là à dire qu'on aura une transitoire, il y a un peu que j'ai franchi avec grand il y a 5 minutes. D'accord. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc U égale NDI sur DT, comme ça. On est d'accord là-dessus? Voilà. Ça, c'est mon premier dipôle. N'oubliez pas la convention récepteur dans cette histoire, si vous êtes en générateur, bien sûr, c'est moins LD sur DT, comme d'habitude. Mon deuxième dipôle, c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on appelle un condensateur. Alors, un condensateur, c'est un truc qui condense les charges. Autrement dit, c'est un truc sur lequel des charges peuvent s'accumuler. Okay? Alors là, pour le coup, il y a une définition un peu plus propre enfin, une construction un peu plus propre que ça. Donc, un condensateur, est un dipôle constitué de deux plaques en regard non jointifs. Donc vraiment un condensateur, c'est deux feuilles de métal comme ça qui se regardent, mais elles ne se touchent pas. D'accord. D'où le fait que le symbole d'un condensateur, c'est ça. D'accord. Bon. Il est très important que vous reteniez comment c'est fait, parce qu'en courant continu, ces deux dipôles vont se comporter exactement comment ils sont fabriqués. Autrement dit, en courant continu, ça se comportera comme un fil, et ça, en courant continu, ça se comportera comme un interrupteur ouvert, parce que c'est exactement comme ça qu'ils sont fabriqués. Ouais. Les charges, elles vont pas, justement, elles s'accumulent. D'où le fait que c'est un condensateur. Elles s'accumulent entre les deux, et il y a une limite. Et cette limite, à un moment donné, c'est que le condensateur génère une tension dans l'autre sens qui empêche la circulation des charges. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, les charges vont arriver, le circuit électrique va en prendre de l'autre côté pour pouvoir fournir, en gros, et ça s'arrête au bout d'un certain temps, parce que tu ne peux pas faire ça indéfiniment. Donc le condensateur va créer une tension qui va s'opposer à la tension du générateur, et il y a plein qui bouge. Ouais. Alors non, ça se touche pas. Alors, si, en toute rigueur, la force qui s'exerce entre les deux plaques est attractive, d'accord? Donc s'il y a vraiment rien qui le tient, effectivement les deux plaques vont se faire bisous, puis c'est terminé, d'accord? Donc il y a deux façons de décharger un condensateur, enfin trois. Une, de faire le truc dans l'autre sens. Voilà. La deuxième façon, c'est de faire toucher les plaques, effectivement. Et la troisième façon, qui est celle que vous connaissez le plus, c'est quand la tension devient trop forte, tu ionises l'air et tu fais un éclair. Et donc là, les charges traversent, parce que l'air tout d'un coup est devenu conducteur. C'est ce qu'on sait les étincelles de rupture dans les interrupteurs, etc., etc. Un interrupteur, c'est deux plaques en métal qui sont comme ça. Quand c'est là, ça fait un condensateur, ça. C'est deux plaques métalliques qui se font bisous, d'accord? Et puis on ça se touche, d'accord? Oui, bah si, c'est l'interrupteur, ça finit par se toucher parce que, voilà, on a envie que la lumière s'allume quand même, d'accord? Mais entre les deux, dans la zone de transition, il y a un moment donné où effectivement vous avez ça. Vous verrez ça l'année prochaine dans l'électrostatique, d'accord? Le champ électrique diverge quand les plaques se rapprochent, donc à un moment donné, il y a forcément une étincelle de rupture qui va se balader.
Un éclair, c'est ça. Les nuages et le sol constituent un condensateur. C'est un peu le même potentiel, d'accord? Donc tu as des charges qui s'accumulent en haut, des charges qui s'accumulent en bas, et à un moment donné, ça dégringole. Ouais. Sinon, quand il n'y a pas trop de charge, au milieu, il n'y a rien. Au milieu, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est du vide. En général, c'est un isolant, mais un truc un peu plus. Enfin voilà, il y a des matériaux entre les deux pour changer les choses. Bien. Ouais. On met des matériaux justement pour éviter le claquage. Il y a des matériaux beaucoup moins faciles à ioniser clair, en particulier. Ouais. On est d'accord là-dessus sur le condensateur? Voilà la tronche que ça. Alors, effectivement, on va reprendre la conversion qu'on avait, parce qu'il y a un peu plus de choses sur le condensateur, mais c'est pas foufou. Un condensateur fonctionne par accumulation de charge sur une armature. Enfin, sur ces armatures, il y en a deux par exemple. Alors, j'ai fait un dessin d'abord. Donc ça, c'est donc les armatures, c'est les plaques, hein, d'accord. Alors, si vous faites le dessin comme ça et que vous avez orienté I comme ça, vous avez plus Q ici et vous avez moins Q de l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait les choses, d'accord. Donc, on désigne par Q. Je ne vais pas mettre le plus pain ailleurs. On désigne par Q la charge de l'armature où I entre. Donc vous voyez que Q essentiellement dépend de la convention que vous avez prise, enfin de comment vous avez orienté I dans la branche. D'accord, dans cette histoire. De l'autre côté, c'est moins Q, donc l'ensemble du condensateur est de charge neutre, hein, quand même. D'accord, il n'y a pas de problème de conservation de la charge. Toute la charge que vous avez amenée ici. Alors, on se trompe souvent, c'est pas que vous avez amené de la charge ici, donc il y a de la charge qui part de l'autre côté. C'est que le circuit, pour ramener de la charge ici, elle est obligée de le pomper de l'autre côté. D'accord? C'est juste ça, en fait. C'est vraiment une histoire de... Bah, si tu veux avoir accumulé de la charge en trop ici, la charge en trop, tu ne peux pas la produire. Je rappelle qu'un générateur ne produit pas de charge. Un générateur ne fait que prendre des charges et les monter dans les potentiels. Donc si toutes les charges qui rentrent ici, votre générateur, il les a pris quelque part. Et il les prend forcément de l'autre côté. Voilà. Tu peux faire l'autre. Même si tu as un circuit hyper compliqué, il y a un moment donné, c'est là que ça va se passer pour l'histoire de loi des nœuds, de conservation de la charge ailleurs, etc. etc. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc ça, c'est la première notion. Donc ce qui est chiant avec le condensateur, c'est qu'on peut travailler soit en Q, soit en tension. Donc il y a un peu les deux. On a évidemment... C'est une formule que vous connaissez déjà. I égale dQ sur dt. C'est normal, puisque l'intensité vous traduit les charges que vous avez ramenées là-bas. Donc I, c'est forcément dQ sur dt. On est d'accord, cette formule, on l'a déjà vue? C'est la définition de l'intensité, en fait, dans cette histoire. Sauf qu'au lieu de compter les charges qui vont traverser le condensateur, vous comptez les charges qui s'accumulent sur le condensateur. Mais littéralement, vous faites la même chose. Donc à partir de ce moment-là, un condensateur est caractérisé par sa capacité. Voilà. Par sa capacité, cette capacité est notée C. Alors en fait, vachement gaffe, en électricité, il y a deux termes qui s'appellent capacité, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est la capacité d'un condensateur, c'est ce truc-là. Le deuxième, c'est la capacité d'une bobine, qui est en ampère-heure, d'accord, qui est en coulomb. Donc une charge qui est juste la quantité de charge qu'une batterie peut... une batterie, pardon, qu'une batterie peut fournir, d'accord. C'est complètement différent, c'est rien à voir les deux. Les deux s'appellent capacité, méfiez-vous, là, c'est la capacité d'un condensateur. Par sa capacité C, alors la capacité C s'exprime, vous connaissez peut-être ça, en farad effectivement. Sans H, pas de 2 R, donc les germanistes arrêtez de mettre des vélos partout, d'accord? On se calme, d'accord? Voilà. En allemand, un vélo c'est dit farad, donc c'est rien à voir. C'est l'abréviation de Faraday, d'accord? C'est ça, d'accord? En farad, ça se note F, d'accord?
Et vous devez savoir que les capacités usuelles, ça appartient grosso modo à l'intervalle 1 nanofarad, 100 microfarad. Donc grosso modo, le farad est une très grande unité. Globalement, les condensateurs usuels ont des capacités toutes petites. Globalement. Vous remarquez que j'ai rien fait quand j'ai présenté la résistance sur la résistance usuelle parce que vous faites littéralement ce que vous voulez avec des résistances. Ça va de 0 à plus l'infini. Voilà. Ouais. Est-ce que la capacité d'un condensateur, ça dépend forcément de la taille de la voiture? C'est essentiellement lié à la surface, à la distance qui les sépare et au milieu qui est entre les deux. Vous allez démontrer ça l'année prochaine. C'est un coup de théorème de Gauss, ce sera terminé. Et cette capacité, elle est telle que, donc, en récepteur, toujours pareil, donc je mets I ici, je mets Q ici, vous voyez que je mets plus jamais moins Q de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que c'est moins Q, d'accord. Et donc U est comme ça, vous avez donc deux formules, U égale, alors, il y en a une que j'aime bien, c'est ça. La formule d'origine, c'est ça, c'est la définition de la capacité. Et celle-là, elle est hyper facile à retenir parce que c'est Q égale Q. C'est écrit. On est d'accord? Au moins, vous êtes d'accord que c'est écrit Q égale Q? Si vous lisez Q là, d'accord? Voilà. C'est facile à retenir celle-là, d'accord. Donc, et c'est celle-là qu'on va utiliser tout le temps, I égale C d de U sur dt. Celle-là, on l'utilisera extrêmement, c'est celle-là qu'on utilisera le plus souvent en électrocinétique parce que la charge ne m'intéresse pas trop comme paramètre. Donc, on l'utilisera beaucoup, d'accord. Donc, mais c'est un donc qui vient du fait que I égale dQ sur dt. Voilà. Donc voilà mes deux bêtes, mes deux nouvelles bêtes, et je vous annonce avec contentement que vous connaissez tous les dipôles que vous avez à savoir pour l'année. Voilà. Donc résistance, générateur, condensateur, bobine et les interrupteurs qui se baladent. D'accord. Voilà. Je triche un peu en disant ça parce que les générateurs ils peuvent être continus ou alternatifs, mais dans le principe c'est toujours des générateurs. T'as l'unité de la capacité, voilà, super. Alors, petit 2, aspect énergétique. Donc j'enchaîne directement sur ce truc-là, c'est important, parce que le condensateur et la bobine, donc vous voyez que la résistance, on a parlé un peu de puissance ou d'énergie, mais ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, toute la puissance reçue par une résistance, elle est en fait expulsée à l'extérieur du circuit, sous forme thermique. C'est l'effet Joule, d'accord, on a parlé. Et donc la résistance, essentiellement, c'est un dipôle de gaspillage d'énergie. Vous prenez de l'énergie électrique et vous la convertissez en énergie thermique. Bon. De là à dire que c'est pas intéressant, c'est pas un truc que je franchirais, mais dans le principe, c'est quand même la version la plus basique du problème, c'est conversion d'une énergie relativement organisée qui est l'électricité en une énergie la plus désorganisée, à savoir un transfert thermique. Bon. Il s'avère qu'en fait, la bobine et le condensateur ont le bon goût de pouvoir stocker de l'énergie. Et d'ailleurs, en fait, ils n'en dissipent jamais. Donc autrement dit, toute l'énergie que vous injectez dans une bobine, vous allez pouvoir la récupérer après. Et toute l'énergie que vous injectez dans un condensateur, vous allez pouvoir la récupérer après. Pour une bobine, c'est pas évident comment ça fonctionne. Par contre, pour un condensateur, c'est relativement simple. En fait, en gros, quand vous allez charger votre condensateur, d'accord, vous allez en fait créer une force entre les deux ici, d'accord. Et donc pour ça, il faut que vous mettiez de l'énergie dans le système, d'accord, pour grosso modo créer ce déséquilibre à l'intérieur du condensateur. Et ça, en fait, vous pouvez le récupérer tout simplement en récupérant les charges qui sont sur les armatures. Vous les faites circuler dans l'autre sens. Donc un condensateur, c'est vrai qu'il va accumuler de la charge. Et en fait, comme pour accumuler de la charge, il faut mettre de l'énergie dedans, et bien en fait, vous allez pouvoir, en récupérant la charge, récupérer l'énergie que vous avez mise dans cette histoire-là. Donc ça, c'est plutôt cool, d'accord, a priori. Alors, c'est un truc que vous utilisez régulièrement. Je ne sais pas s'il y a des gens comme vous qui font du vélo. Il y a des gens qui font du vélo. Et qui ont mais des vélos de civil, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs machin. Et vous avez des bobines, pas des bobines, des lampes qui se chargent avec le mouvement de la roue. Donc bien sûr, la version old school, moi, c'est vous roulez, la lampe s'allume, vous roulez plus, la lampe s'allume pas.
Ça, c'est la version machin. Mais il s'avère qu'en fait, maintenant, il y a des systèmes où, grosso modo, vous roulez, la lampe s'allume, c'est jusqu'à tout va bien, mais quand vous arrêtez de rouler, la lampe continue pendant un temps limite de bruit parce qu'il y a un condensateur. Donc, c'est en général, dans des trucs miniatures, on ne peut pas stocker des quantités d'énergie considérables, mais comme l'énergie lumineuse est elle-même une énergie qui est plutôt faible, on n'a pas besoin de stocker des quantités absurdes pour ça. D'accord? Et on fait ça. Je vous rappelle quand même que, et on fait des trucs de mieux en mieux, il y a un vélo qui vient de sortir, une boîte française, où c'est un vélo sur batterie, mais c'est que des condensateurs, je ne pense pas les batteries. Donc vous chargez qu'en électricité statique, donc vous avez zéro perte, pour le coup. Parce que le condensateur, il prend et il repart dans l'autre sens. Pas de problème, donc c'est plutôt cool, c'est beaucoup plus léger que les batteries, et surtout beaucoup moins cher. Parce que les batteries, c'est cher. D'accord? Pour la bobine, c'est plus compliqué, c'est un peu la même chose, c'est que grosso modo, quand vous faites circuler une intensité, vous créez un champ magnétique, et le champ magnétique s'oppose à la circulation de l'intensité, donc vous devez fournir une énergie pour que ça marche, et pour que ça tienne. Et quand vous voulez baisser l'intensité, vous allez récupérer toute cette énergie. Ouais. Pour une bobine, quand on a un champ électromagnétique, on perd de l'énergie, c'est difficile. Non, absolument pas. Le champ magnétique ne c'est pas d'énergie. C'est hyper cool le champ magnétique. Tant que ta bobine ne se déforme pas ou fait des trucs bizarres, tant que tu n'as pas de mécanique dans cette histoire, ça se passe bien. Tandis que ta bobine ne bouge pas, tout va bien. Dès qu'elle bouge, regardez, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas. Il n'y a pas si tu oublies qu'il y a une résistance interne dans la bobine, etc., etc. Mais si tu prends une bobine pure sans résistance à l'intérieur, c'est propre. Alors, ça, on sait faire des bobines supraconductrices, c'est-à-dire des bobines où la résistance est rigoureusement nulle. Il y en a une qui est, je ne sais pas où elle est, elle est au CNRS à Paris, je pense que, je ne sais pas où elle est. Et donc, en fait, c'est une bobine, on a mis d'une intensité dedans, on l'a rendue supraconductrice, donc il y a l'intensité qui circule, et sa résistance vaut 0. On a fermé le circuit, et régulièrement, on vient voir le champ magnétique qu'il y a, pour voir si ça a bougé ou pas. Ça fait 50 ans qu'elle est là, ça n'a pas bougé. Et si tu fais une estimation des erreurs qu'on est en train de faire là, on sait qu'il y en a au moins pour 400 ans. Mais bien sûr, c'est une bobine qui sert à rien, parce qu'elle ne fournit pas d'énergie, par ailleurs. Elle garde son énergie dans son courant, tout seul, comme il prend. Ça marche, pas de problème. Mais supraconducteur, dans l'hélium, enfin voilà, c'est ça marche. Donc c'est rigolo, voilà. Et quand je vous dis ça, c'était quand j'étais en thèse qu'il y avait ça, donc ça fait 20 ans de plus, pour le coup. Voilà. Vous pouvez déjà rajouter 20 ans sur le temps d'existence de ce truc-là. Donc l'aspect énergétique, c'est un truc assez important, et donc on va regarder un peu comment ça se passe, parce que ces dipôles, justement, sont des dipôles qui peuvent être à la fois actifs ou passifs, au sens ils peuvent à la fois recevoir et restituer de l'énergie en fonction de ce que vous leur demandez. Okay. Donc on y va, on va faire les deux, ça va être assez simple. La puissance instantanée reçue par une bobine vaut, je vais l'appeler PR10L comme bobine, d'accord? Oui, d'accord avec ça. Vous remarquez qu'il y a L ni dans inductance ni dans bobine, hein, quand même. C'est un bel effort quand même pour définir ça, c'est pas bien. C'est quoi la puissance? Ouais. C'est la tension fois l'intensité, d'accord? Donc c'est U fois I. Elle est reçue, donc on est en convention récepteur, il n'y a pas de problème. Et donc je vais pouvoir écrire tout simplement que U, ça vaut LDI sur DT. Donc je peux écrire tout simplement que c'est LDI sur DT que multiplie I. Ça, c'est la puissance instantanée reçue par ma bobine. Cette puissance ne m'intéresse pas beaucoup dans cette histoire. Ce qui m'intéresse, c'est que ça signifie donc que l'énergie qui va être reçue par la bobine, entre un temps initial où on suppose que l'intensité est nulle, et un temps donné, ça va être l'intégrale de ça, entre 0 et t. D'accord? Donc, si à t égale 0, i de 0 vaut 0, on a que l'énergie dans la bobine à un instant t vaut la chose suivante. Je vous rappelle que l'énergie, c'est l'intégrale de la puissance. Donc celle-là, je vais l'appeler WL. C'est donc l'intégrale de 0 à t de L dI sur dt qui multiplie I fois dt. D'accord là-dessus, c'est l'intégrale de la puissance. Alors ici, on va essayer de faire ce calcul. Qu'est-ce qu'on veut dire de L déjà? Est-ce que L est... C'est une constante en fonction du temps, donc on peut la sortir. Qu'est-ce que c'est que ça, dI sur dt fois I? C'est quoi comme forme? Vous connaissez ça? Oui. C'est pas faire une intégration par
Non, il n'y a pas besoin, elle est déjà faite justement. On a U fois V moins. Non, elle est déjà faite, c'est mis. Bah, on a F' de T, enfin, I' Ouais. de T fois I. Ouais, c'est U' fois U là, d'accord? Vous êtes d'accord que ça c'est U' fois U? Vous connaissez une primitive de U' fois U? Oui, un demi de U carré, effectivement, d'accord? Donc ça en fait, ce truc-là, là, c'est la dérivée de I carré sur 2, parce que c'est une forme en U' sur U, d'accord? Donc toi, c'est comme une intégration par partie, sauf que c'est déjà fait, quoi, globalement. Il n'y a pas l'autre bout. Donc ça, en fait, c'est tout simplement I carré sur 2, pris entre T égale 0 et T. On est d'accord? Comme j'ai supposé que I était nul au départ, ça va me donner tout simplement une formule que vous, maintenant, vous pouvez connaître par cœur, qui est que l'énergie stockée dans une bobine, c'est tout simplement L I carré sur 2. Vous voyez que cette énergie est toujours positive, c'est normal, la bobine ne peut pas fournir de l'énergie à crédit. Autrement dit, votre bobine ne peut pas filer de l'énergie alors que vous ne l'avez pas filé avant. Donc, cette énergie est toujours positive, donc elle est toujours forcément reçue, mais par contre, elle peut recevoir de l'énergie, puis la restituer à terme. D'accord? Mais à aucun moment, cette énergie peut devenir négative, autrement dit, votre bobine ne peut pas filer de l'énergie en attendant qu'on lui refile. Oui. Du coup, l'énergie de la bobine, c'est la même que l'énergie Que l'énergie que quoi? qu'on met dans la bobine. Oui, c'est ça, c'est l'énergie de la bobine. C'est ça. Voilà. C'est l'énergie contenue dans une bobine. C'est ça l'idée. On est d'accord là-dessus? Voilà, L I carré sur 2. Donc, petite remarque, c'est ça qui vous impose que L est positif quoi qu'il arrive. Dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une bobine toute seule, c'est un fil de cuivre, vous le branchez, le truc ne va pas se mettre à fournir de l'énergie à votre circuit. Okay. Pour un condensateur, je vais aller un peu plus vite parce que c'est la même chose. La puissance reçue par un condensateur, c'est U fois I, on est d'accord? Et cette fois, je vais pouvoir remplacer I par CdU sur dt. Donc en fait, si je le réorganise, c'est C du sur dt fois U. Et vous voyez qu'en fait, pour le condensateur, on a exactement la même structure. Une forme en une constante multipliée par la dérivée d'une fonction fois la fonction. On est d'accord? Oui? C'est un grand C. C'est un grand C. Donc, bon là, c'est le même calcul, donc je ne le refais pas. Mais si j'intègre entre 0 et t avec les mêmes conditions, gna gna gna, tout ça, d'accord? Eh bien, en fait, l'énergie stockée dans un condensateur vaut WC est égal à... Alors, vous avez deux façons de l'écrire. Soit vous l'écrivez comme CU carré sur 2. Donc pareil, c'est positif. Vous ne pouvez pas céder de l'énergie d'abord. Vous devez d'abord le charger et le décharger. Et en fait, comme U, c'est Q sur C, ça vous donne aussi Q carré sur 2C. Si vous avez envie d'écrire en charge. D'accord? Mais celle qui m'intéresse le plus en électrocinétique, c'est celle-là. Oui. Là, dans la formule de WL, Oui. le I, c'est I de T. Oui. Ah bah c'est I de T, c'est l'énergie. Non, c'est... Ça dépend de ce que je fais. Alors, ok, vraie conversation avec Samy, là. D'accord? Le problème de fond du formalisme en physique. D'accord? C'est pas une fausse question, en fait. Ceci est une relation entre fonctions. Une relation entre fonctions, c'est la même que la relation entre les expressions. Donc, soit j'écris ça égale L carré sur 2, c'est-à-dire que la fonction énergie est égale à L fois la fonction intensité au carré sur 2, de la même façon que tu écris, je sais pas, cos carré plus sin carré égale 1, par exemple, d'accord? Ou je peux dire, pour tout t, WL de t est égal à L fois I de t au carré sur 2, d'accord? Donc, on passe notre vie en physique à jongler entre les deux, entre la description très mathématique par une expression et le fait qu'on est en train de parler d'une grandeur physique, donc on a tendance à virer le t. J'essaye en général, d'accord, mais je me trompe parfois, genre là typiquement, que ce soit cohérent. Ici c'est pas cohérent, il faudrait que je mette un 2t, un 2t ici parce qu'il y a un t là, d'accord. Et après ici que je mette un t ici, machin chose, d'accord. Donc si vous voulez être propre et que je me fasse pas engueuler par mes collègues de maths qui ont fort raison, je vais mettre un 2t ici, si vous voulez que tout ceci soit cohérent d'un point de vue expression égale expression ou fonction égale fonction. D'accord, voilà. Mais comme en physique, on passe notre vie à
à basculer de l'un à l'autre de façon complètement transparente, enfin transparente, au sens sans aucune forme d'obstacle. C'est vrai que j'ai des très mauvais réflexes de calcul de ce point de vue-là, donc n'hésitez pas à me reprendre. Ça m'évitera de me faire engueuler par Monsieur Lévy s'il tombe sur mes cours. Voilà. Ok. Je regarde ce que j'ai à faire après, mais pour moi c'est bon. Je suis censé vous laisser partir. Maintenant en fait, c'est à peu près. On aurait commencé à 5, mais vous n'avez pas eu de pause avant, donc je vous donne un peu votre pause pour que vos camarades, enfin ceux qui restent avec moi en tout cas, puissent souffler un peu. Je t'écoute, Tam.